Simplement pour que vous puissiez voir quelques images d'un chantier école, le chantier de notre parcours d'archéologie pour l'époque médiévale. Alors je sais, c'est pas très roman, hein, c'est un château qui malheureusement débute sa vie peut-être au XIIe siècle, mais pour les parties qu'on voit plutôt au XIIIe, et poursuit joyeusement sa vie un peu au siècle suivant. Mais voilà, c'est le hasard des choix de lieux pour les chantiers écoles. Nous avons été invités par l'association qui s'occupe du château à donc venir faire une étude de bâti, et ensuite évidemment on poursuivra sans doute à partir de l'année prochaine par des sondages, donc ce qu'on appelle l'archéologie sédimentaire. C'est ce que vous a exposé Joris tout à l'heure, hein. Donc là on a étudié uniquement les maçonneries de façon non invasive de cet immense et magnifique château dont je vous ai mis donc l'emplacement sur la carte, donc dans l'Allier. Donc voilà. Vous voyez là donc les opérations, les seules opérations qu'on peut faire, hein, de nettoyage. L'année dernière, on s'est contenté de balayer. Cette année, on a eu le droit d'enlever un peu de mousse, vous voyez, un petit peu de terre aussi, pour permettre aux étudiants d'apprendre leur métier d'archéologue, hein, c'est un chantier école, et donc de nettoyer, de décrire, de faire des petits schémas, des petites fiches. Donc vous voyez où on a travaillé en 2025. Et en 2024, on avait travaillé dans toute la partie ici intérieure du logis du château, partie encore plus récente, hein, puisque on est au XIVe, XVe siècle. Mais bon, voilà, on avait donc cette grande salle du logis avec un retour ici en équerre, et sous l'ensemble de cette salle rectangulaire et de son retour en équerre, on avait un système de cave qui a aussi été étudié à la fois l'année dernière et cette année, après un relevé au scanner que je ne vous montrerai pas parce que sinon on y passe 3 heures. Donc les étudiants nettoient comme dans n'importe quelle opération archéologique programmée. Ils nettoient, ils décrivent, ils font donc des fiches. Alors je vous montre simplement des exemples, et celle-là elle est très courte, hein, c'est, vous voyez, la description d'un mur, et puis ils agrémentent leur description de schémas. Évidemment on fait ça à la main, à l'ancienne, parce que évidemment notre université, qui est en grande difficulté financière, ne veut pas nous offrir des tablettes, mais peut-être qu'un jour on reviendra à des choses un peu plus technologiques. Alors on leur fait faire du dessin à la main, et là je vous montre les deux types de relevés qu'ils apprennent à faire pendant ce stage, enfin ces stages successifs, du dessin à la main, et puis aussi, puisque évidemment on n'est pas complètement, on date un petit peu de la préhistoire parce qu'ils nous trouvent très très vieux, les étudiants, mais quand même on est au fait des techniques les plus actuels de relevé. Donc on leur fait aussi faire, après avoir fait un relevé à la main, parce qu'on ne sait jamais, hein, les satellites ça ne marche pas toujours, et puis on n'observe pas la même chose, hein. Quand on dessine à la main, le nez sur un mur, puisque là c'est un mur, donc un mur de ces caves sous le logis, et puis quand on fait une photogrammétrie, donc une série de photos montées ensemble grâce à un logiciel qui permet de faire un modèle 3D du même mur, hein, que vous reconnaissez bien de toute façon, j'espère, sur la diapositive. Ça leur permet donc de s'exercer à ce genre de choses, et puis ensuite, éventuellement, puisqu'ils font ça en licence, de posséder ces manières de travailler pour leur master, si jamais ils continuent, ou pour des emplois de techniciens. Si on s'arrête en licence, généralement, on est plutôt dans des emplois de techniciens. Autre chose, je vous ai parlé en passant de relevés au laser. Alors ils ont été effectués par mon voisin, Laurent Fiocchi, qui va reprendre le micro juste après. C'est aussi lui qui a fait l'ensemble du modèle qu'il va vous présenter maintenant. Comprenez bien qu'il ne s'agit que de modèles de travail, hein. Tous ces éléments, ces fiches, ces descriptions, etc., tout ça doit être ensuite mis ensemble dans un grand ensemble, sans doute un système d'information géographique qui nous permettra ensuite d'expliquer petit à petit mieux la construction, et puis les transformations, les constructions successives, etc., qu'a connu ce château, comme n'importe quel autre édifice, hein, qui arrivait jusqu'à nous là en l'état plus ou moins ruiné. Comme chez vous, hein, vous changez le papier peint, vous changez la forme de votre fenêtre. Un château, c'est ça tout le temps. Et évidemment, un château, en plus des ducs de Bourbonnais, ça
voilà, vous pensez bien qu'ils avaient d'abord les moyens de le faire, et ensuite le prestige attaché à un château implique aussi une série de travaux successifs, à la fois des structures de défense et ensuite des structures, on va dire, d'habitat, de confort. On a dans le logis des très très belles cheminées superposées sur 2 étages. Enfin, on a tout le confort moderne de l'époque. Et ça, évidemment, on pourra vous expliquer comment ça fonctionne, peut-être un jour dans un autre colloque d'histoire, mais pour l'instant, on en est à accumuler la documentation qui nous permettra ensuite de faire des conclusions plus avancées, après aussi des datations par un système archéométrique. Donc voilà, pour l'instant, on va vous montrer ce que le modèle photogrammétrique, donc fait par drone, nous apporte de données plus ou moins spectaculaires. Donc voilà, l'occasion, ce travail-là, c'est surtout un travail de formation pour des étudiants en archéologie. Donc la première étape, comme toute étude archéologique, c'est de réaliser un relevé. Et quand on a l'échelle d'un château comme celui-là, un relevé à la main, c'est ce qu'on faisait avant, donc il n'y a pas de problème pour le faire. Mais en temps limité, la numérisation, que ce soit par scanner ou par photogrammétrie, pour faire un montage 3D est l'idéal. Ce qui nous permet déjà de dresser ce que vous avez devant les yeux, ce n'est pas une photo aérienne, c'est vraiment le plan du château. Donc là, on va dire qu'il n'est pas retravaillé, pas présenté pour faire un relevé en archéo, parce qu'on est encore au début, mais on a vraiment un relevé en plan du château. Donc on voit bien le décalage des tours, les différences d'épaisseur des murs entre le mur qui relie les 2 tours qui sont sur votre gauche et la tour qui est plutôt décalée à droite. Donc tous ces éléments-là ont fait l'objet justement de... Ah ben voilà, avec le pointeur, voilà les 2 tours. Sachant que pour le moment, tout ce qui permet de travailler sur le château date un peu, donc il y a des hypothèses qui sont formulées, qui sont vraiment complètement à revoir justement. Donc, et à partir de cette vue-là, on peut sortir un plan de ce type-là. Donc vous voyez justement en haut le plan trapézoïdal de ce mur qui relie les 2 tours. Donc nous, on a travaillé sur ces aspects-là, donc vous avez pu le voir sur les sondages, et sur un contrefort en même temps qui se situe plus à l'ouest. Et là, ce qui est intéressant, donc ce qui n'était pas, pour le moment, ce qui n'avait pas été vu, c'est que ces 2 tours étaient reliées par un ancien mur qui est enchâssé dans ce mur-là. Donc la nouvelle construction est venue enchâsser un ancien mur. Et on peut le déterminer en travaillant sur les ouvertures pour reconnaître les circulations. Donc c'est ce qu'on a essayé de montrer justement aux étudiants, qu'en travaillant juste sur un plan, on peut déjà commencer à comprendre un édifice qui a eu plusieurs évolutions. Et on peut commencer à revenir aussi sur toute cette historiographie qui parle de ce château. Donc on travaille aussi en plan et également en élévation. Donc vous comprenez bien qu'à la main, ça aurait été strictement impossible de faire un relevé comme ça. Donc en photo, là par drone, ce qui permet d'avoir une très bonne définition et repérer des anomalies sur les maçonneries qu'on ne voit pas depuis le bas. Alors, oui, voilà, le mur qui est trapézoïdal, c'est celui qui est montré actuellement. Là, les limites de l'intervention, c'est qu'on n'intervient pas physiquement sur les maçonneries. Donc en archéo, si on voulait vraiment faire un phasage complet de cet édifice, repérer des anomalies, il faudra les piqueter, gratter les mortiers pour déterminer éventuellement des reconstructions, ce qui n'a pas été fait là. Ce sont des simples observations d'après-photo. Donc voilà. Et une autre des observations, c'est qu'on retrouve un crénelage qui est en partie sommitale, justement. Donc voilà. Le mur de gauche entre les 2 tours n'existait pas non plus, on ne l'a pas caché, mais vous voyez, voilà ce qu'on a pu déterminer avec une reprise par la suite. Voilà, là, ça a été un peu effacé, avec des constructions des hours qui sont venues remplacer justement le crénelage en partie sommitale. Donc voilà, c'est un travail en cours, mais à partir de là, c'est ce qui permet de revoir comment a pu évoluer le château. Après, le travail de relevé est en cours de finalisation, parce qu'on fait des intérieurs pour travailler sur les circulations, etc. Mais voilà, ce travail est vraiment un travail de formation pour des étudiants en archéologie. Alors ça permet ensuite de lancer des recherches plus avancées. Donc les étudiants qui suivent ce stage, c'est des étudiants de licence. Et là, donc, je vais laisser la parole, quand voilà, tu peux l'annoncer, à une de ces étudiantes qui a aussi travaillé avec l'équipe sur le château de Bourbon, mais pas seulement sur celui-là. Et on va lui laisser la place.